Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort, il se trompe prodigieusement. Il n'étudie que les gens malades. Il y a d'autres types de rêves qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Why do dreams occur? Are dreams related to karma? And is there a way I can avoid them? Si vous introduisez un certain niveau de conscience dans votre vie, les rêves vont complètement disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'on puisse vivre sans rêve. Je pense que Freud est allé jusqu'à dire « on peut vivre sans sommeil, mais on ne peut pas vivre sans rêve ». Le rêve est extrêmement important, c'est tout le temps actif, vous savez. Mort, vous savez ce qu'est le mort? Oui. Donc, quand on dort, c'est toujours là. Comme c'est Freud et Jung et autres personnes, ils n'étudient jamais un yogi ou un Bouddha. Ils n'étudient que les personnes malades. Oui. Ils étudient les personnes malades et en tirent des conclusions sur toute l'humanité. Et ces conclusions sont... Vous savez, elles ont une certaine utilité. En même temps, elles sont prodigieusement fausses. Elles sont prodigieusement fausses. Elles effacent simplement l'autre possibilité de ce qu'un être humain peut être en disant que c'est comme ça qu'un être humain peut être, ni plus ni moins. Ceci est arrivé à Freud. Un homme arrive et son problème, c'est qu'il croit qu'il est mort. Donc, Freud étant le père de la psychanalyse, il met en place un traitement pour lui. Chaque jour, il va se tenir devant le miroir et répéter « Les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas ». C'est ça le mantra. Tous les jours, minimum 3 heures, tu te regardes dans le miroir et tu te répètes « Les hommes morts ne saignent pas ». Donc il a fait ça quelques mois, et quand Freud a senti que c'était le bon moment, il a pris une épingle et a piqué le doigt de cet homme. Du sang est apparu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a regardé avec joie et a dit, « Les hommes morts saignent ». Et Freud lui-même était terrifié par la mort. Vous le saviez? Il était terrifié par la mort. C'était son rêve de voir les pyramides égyptiennes. Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort que toute sa vie, il n'a jamais pu trouver assez de courage pour y aller. Et cet homme fait la déclaration ultime sur l'humanité. Ok? Ces études ont de la valeur. Je ne cherche pas à tout rejeter. Mais il ne devrait pas faire des déclarations ultimes sur l'humanité. Ce n'est qu'une facette de l'humanité. La folie n'est qu'une facette de l'humanité. La compulsivité n'est qu'une facette de l'humanité. Ce n'est pas tout. Il y a un moyen de s'élever au-delà de toutes ces choses. Si simplement Freud avait eu un sujet qui pouvait... Vous savez, supposez qu'il ait trouvé un yogi et l'ait étudié lui, alors toutes ses conclusions auraient été très très différentes. Je ne vais pas entrer dans toute la gamme de ce que sont les rêves. En fait, il y a 4 types de rêves. On peut faire 4 types de rêves. 90% des rêves que font les gens sont simplement des désirs inassouvis. Juste des désirs inassouvis, essayant de s'exprimer quand vous dormez. Si les gens ne rêvaient pas, beaucoup d'entre eux seraient bien plus frustrés qu'ils ne le sont actuellement, parce que les rêves satisfont en quelque sorte leur processus du désir. Beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur vie, ils vont les faire dans leurs rêves. Oui. Donc, c'est pour ça que les faiseurs de rêves, les machines à rêves, sont devenus si populaires. Le cinéma et la télévision sont devenus si populaires, parce que maintenant tu peux juste t'asseoir là, à croquer ton popcorn sans rien faire, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, tu peux te battre, tu peux démolir tous les martiens venus d'ailleurs. Vous savez, tu peux tout faire en continuant à croquer ton popcorn. Ça te donne
tu n'as rien à faire avec ta vie. Donc, les machines à rêve sont aussi populaires parce que le rêve satisfait. Sans vivre, tu peux vivre. C'est ce qui rend le rêve significatif. Sans aucun risque, tu peux tomber amoureux. Sans aucun risque, tu peux rompre. Si tu les fais dans ta vie, toutes ces choses vont coûter. Ça va coûter de la vie, vous savez. Mais au cinéma, en 3 heures, tu peux tomber amoureux et rompre, tu peux te battre, faire la guerre et tout, et en sortir sans une égratignure sur ton corps. Vous savez, ça te donne une expérience gratuite de la vie, mais ce n'est pas la vie. Il y a une très grande différence. Donc les rêves sont exactement pareils. La projection a juste lieu dans ton propre mental, mais c'est la même chose. 90% des rêves sont dans cette catégorie. Mais il y a d'autres types de rêves, qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie, qui sont rares. Si j'en parle, vous pourriez commencer à imaginer des tas de choses sur chaque petit rêve que vous faites, ce qui est dangereux. Donc en général, je dirais, considérez les rêves comme de simples bêtises vides de sens. Si un rêve a une certaine importance, de toute façon, il va se manifester de façon bien plus puissante que juste un rêve que vous voyez et oubliez. Ça va de toute façon se manifester en bien plus grand, au lieu d'essayer de lire des choses dans les rêves, parce qu'une fois que vous entrez dans cet espace, vous ne pouvez pas la contrôler, votre imagination. Elle va juste s'envoler, dans tous les coins, vous allez commencer à voir des esprits, et ci et ça et tout. Vous savez, vous voyez n'importe qui et vous êtes un peu attiré, vous pensez, oh, je les connais, de leur vie passée, et vous savez, cela arrive à tous les gens du New Age. Chaque jour, dans la rue, ils rencontrent les connexions de leur vie passée, et tout ça, parce que votre imagination n'a pas de frein. Une fois que vous la lancez, elle sera simplement partie. Elle va simplement continuer. Donc, mieux vaut être sceptique et dire, ok, tout ça c'est juste des bêtises. Si quelque chose est au-delà des bêtises, ça va de toute façon vous poursuivre. Ça ne va pas vous lâcher. Donc, comment les arrêter? Pourquoi? Rendez-les agréables. Ne pouvez-vous pas produire de bons films? Un cinéma gratuit. Pourquoi n'en profitez-vous pas? Mais si vous voulez les arrêter, n'essayez pas de les arrêter. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Vous savez, aujourd'hui encore, ces choses continuent. On ne se soumet jamais habituellement à ces choses, mais c'est arrivé il y a quelques années. Par obligation, j'ai dit, ok. Il voulait me câbler et étudier ce qui m'arrive. Donc il voulait étudier mes gamma, je ne sais quoi, c'est quoi, des ondes ou rayons gamma, c'est quoi? Ondes? Donc ils ont mis, je ne sais pas, une douzaine de connexions électriques, et ils ont dit, méditez. J'ai dit, ok. Puis ils m'ont secoué comme ça, et j'ai dit, ok, que dit votre machine? Ils ont dit, selon tous les paramètres, vous êtes mort. Donc j'ai été diagnostiqué mort par les médecins. Vous avez intérêt à faire gaffe. Soit mort, soit en mort cérébrale, peu importe. Donc, si vous pouvez être comme ça, vous êtes pleinement vivant, mais vous êtes mort. Vous êtes parfaitement réveillé, mais vous dormez profondément. Si vous pouvez être comme ça, alors toutes ces bêtises dont il parle ne vous concernent pas. Et chaque être humain peut être comme ça. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas arrivé parce que les gens n'ont pas regardé dans cette direction du tout, c'est tout. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas loin, ça n'a pas à prendre une vie entière. C'est juste que les gens n'ont jamais regardé dans cette direction. Ils regardent tous dans une autre direction. C'est le seul problème. Comment peut-on réenvisager l'avenir des soins de santé? Les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie. J'aimerais voir le jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord se soignent eux-mêmes, intérieurement. On a développé un outil simple qui s'appelle un Jivarasam. Vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Il y a des méthodes scientifiques spécifiques pour y arriver. 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, rien qu'en étant en contact avec ça.
Un de mes amis m'a dit un jour, tu sais que ce n'est jamais une maladie, ça n'est reconnu comme une maladie que quand l'homme blanc l'attrape. Donc ce que je veux dire à propos de ce dont on parle concernant une approche plus holistique des soins de santé, est le fondement de nombreux métiers de la santé dans ce pays. Les soins infirmiers, beaucoup de métiers de la santé sont fondés sur ces croyances, mais ce n'est pas le paradigme dominant. Donc, le paradigme médical dominant, c'est qu'on a une maladie qu'on doit combattre. Et c'est révélé par le langage qu'on utilise, vous savez, antibiotiques, antipsychotiques, anti. Le concept que la maladie est là et que le travail de la médecine, c'est de livrer bataille et de gagner. Voyez, tout ce concept et cette approche de la médecine moderne sont apparus parce qu'il faut comprendre que quand ils ont pensé à la médecine, quand ils ont pensé à développer une certaine médecine et un système de traitement médical, leur problème ne concernait que les maladies infectieuses et les maladies contagieuses. Comment soigner la peste? Comment soigner la variole? Comment soigner cela? Personne n'a jamais pensé à un diabète ou à de l'hypertension ou à un problème cardiaque. Ils n'ont jamais considéré ces choses, elles n'existaient même pas sur leur radar. Sur leur radar, seules les maladies infectieuses existaient. Celles-là doivent être traitées comme une guerre. Aucun doute là-dessus. Parce que c'est une guerre. Une infection, c'est une invasion d'un autre organisme dans notre propre système. Et on doit utiliser des armes chimiques. On ne peut pas leur tirer dessus. Donc, tout ce système médical est né de la nécessité de gérer les maladies infectieuses, les maladies contagieuses qui faisaient des ravages dans les populations à cette époque. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs propres maladies, ils n'attendent pas qu'une infection leur arrive. Comme maintenant ils les autogénèrent, ils ont besoin d'un autre système de médecine, d'une toute autre approche, ce qui est un changement qu'on a du mal à opérer en ce moment. Et si je peux me permettre, j'ai regardé le docteur Sniderman parce que Ralph fait un merveilleux travail pour retracer l'histoire scientifique du paradigme médical. Et comme vous le disiez, je ne vais pas faire ça aussi bien que vous, docteur Sniderman. Mais vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, la théorie des germes, donc notre approche repérer et réparer. Principalement les maladies infectieuses, c'était leur préoccupation. Je fais des généralisations grossières, mais le modèle médical dominant est encore conçu. Notre compétence centrale est toujours basée sur cette approche repérer et réparer, qui est clairement un échec. Dans la médecine occidentale, on nous apprend à diagnostiquer et à traiter les maladies du corps, les maladies du mental, mais on a raté le fait que la porte pour accéder à la santé du corps et du mental est vraiment, à mon avis, le cœur et l'âme. Donc comment réenvisager un avenir des soins de santé où il n'y a pas ces frontières? Voyez, l'idéal est une chose et ce qu'on peut faire aujourd'hui en est une autre, d'accord? L'idéal serait de s'intéresser au bien-être humain, pas à la santé humaine. Si on considérait le bien-être humain comme un sujet composite et un point d'entrée, alors on regarderait ce qui rend un être humain complet, et on aborderait tout ça ensemble. C'est la meilleure façon de s'y prendre. Mais aujourd'hui, que peut-on faire? Si c'est la question, on peut juste parler de... Vous savez, quelque part, avoir un petit... On ne peut pas encore les marier, on peut juste les présenter. J'aimerais y aller franco. C'est un... La situation n'est pas prête pour simplement les réunir, non. Parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, ça ne va pas se faire en peu de temps. Mais on peut commencer à créer des interfaces, ici et là. Il est possible que les hôpitaux aient un centre de méditation en leur sein. Et il est possible que les centres de méditation en ont déjà un en général, mais on peut s'assurer qu'ils ont aussi un petit centre de santé. On peut commencer à avoir un petit rapprochement pour le moment. Pour le moment, ils ne sont pas prêts pour une union totale, parce que des deux côtés, il y a trop de préjugés sur l'autre côté. Principalement, les gens ne considèrent pas la santé dans son ensemble. Ils essaient de transmettre ce qu'ils ont étudié, ou ce qu'ils ont compris. Peu importe que ça aborde l'être humain dans son ensemble ou non.
Donc, ce changement d'attitude ne va pas avoir lieu juste comme ça. Jusqu'au jour où les études de médecine incluront toutes ces choses, ce qui pourrait les rendre encore plus longues qu'elles ne le sont actuellement. Et j'aimerais voir un jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord s'établissent eux-mêmes, intérieurement, avant de toucher quelqu'un d'autre. Parce que tout ça c'est important. Quand je dis tout ça c'est important, aujourd'hui suffisamment de recherches ont été menées, notamment sur l'eau, des recherches scientifiques. Et ce que ces scientifiques disent, c'est que l'eau a de la mémoire. Si vous lui donnez une pensée, elle s'en souvient. Si vous lui donnez une émotion, elle s'en souvient. Si vous la touchez, elle s'en souvient. Donc, si les éléments ont ce genre de mémoire à l'extérieur, vous pouvez changer la qualité de l'eau rien qu'en la touchant, ou avec une pensée, ou une émotion, ou une main. Il y a une belle expérience menée par une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans en Inde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu ça quelque part sur Internet et ils sont rentrés chez eux et ils ont installé 2 carafes d'eau en verre, dans une pièce. C'est la même eau dans 2 carafes. Dans une pièce, ils expriment des émotions très affectueuses, ils la touchent, ils l'embrassent, ils la câlinent tous les jours pendant 10 minutes. Dans l'autre pièce, ils l'insultent et expriment toutes sortes de choses négatives. Leur mère était très inquiète. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont autant d'émotions négatives en eux. Ils les expriment à l'eau. En 10 jours, cette eau qu'ils insultaient et à laquelle ils exprimaient des émotions négatives est devenue sombre. L'autre eau est restée telle qu'elle est, ils l'ont postée sur YouTube, vous devez voir ça. Donc c'est quelque chose que nous avons toujours su. En Inde, ça fait partie de notre vie. Personne dans les foyers indiens traditionnels ne boit de l'eau du robinet, peu importe qu'elle soit potable ou pas. Même s'il est dit qu'elle est potable, elle ne l'est pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un récipient en cuivre ou un... Vous voyez ici, ils n'ont... Autrement, près de moi, il y a toujours un récipient en cuivre ou un récipient en laiton. Et ils le prennent et ils le lavent avec du curcuma et du tamarin et tout ça pendant la nuit. Et ils y mettent de l'eau, ils appliquent quelque chose, vous savez, un symbole considéré comme sacré dessus, ils le vénèrent et seulement le lendemain matin, elle est donnée à votre famille. Parce que l'eau a de la mémoire. Ils disent que si l'eau est pompée à travers des tuyaux, si elle est pompée dans des tuyaux et qu'elle fait 50 virages avant d'arriver chez vous, le temps qu'elle arrive chez vous, 60% de l'eau, le changement moléculaire de l'eau est tel qu'elle est littéralement transformée en poison. Mais si vous la mettez dans votre verre et la tenez pendant environ 20 minutes, elle va se rétablir. Mais rien qu'un pompage forcé, pas une contamination, rien qu'un pompage forcé, rend la structure moléculaire de l'eau telle qu'elle est nocive pour la santé humaine. Donc si vous faites ça à l'eau, si vous traitez ceci avec toutes sortes d'émotions et de choses négatives et, vous savez, toutes sortes d'agressions envers vous-même et les autres, l'eau ici aussi se comporte de la même manière. Donc en Inde, on a le mot tirt. Tirt veut dire eau consacrée. Vous pouvez consacrer l'eau. Il y a des moyens simples de le faire. On a développé un outil simple appelé Jivarasam. Jivarasam veut dire le jus de la vie. Le jus de la vie, c'est l'eau. Et si vous traitez l'eau avec ce Jivarasam avant de la boire, vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Ceci n'est pas nouveau, toujours. Chaque être humain qui a vécu sur cette planète avec une certaine connexion à la nature autour de lui l'a toujours su. Donc une des choses qu'on peut faire, en particulier pour les gens qui partent à la guerre et reviennent, n'importe. La guerre est la situation la plus extrême que les êtres humains peuvent créer eux-mêmes. Pour les autres, vous avez besoin de l'aide de la nature, vous savez. Les gens qui sont passés par cette essoreuse, s'ils reviennent brisés, l'une des meilleures choses que vous pourriez faire, c'est de tous, obligatoirement, les faire passer au moins 1 mois à vivre dans une ferme, en étant connectés au sol et à l'eau et à l'air autour d'eux, à mettre leurs mains nues dans la terre et à faire quelque chose de simple, qu'ils soient juste connectés. Je dois vous raconter cette expérience. On avait un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop parce qu'on ne veut pas se transformer en hôpital à plein temps. On est un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois, quand je suis venu ici, j'ai parlé et quelques médecins, des médecins américains que ça intéressait, sont venus en Inde. Ils sont venus et sont restés là pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, un des volontaires arrive et me dit « Tous les médecins américains sont en colère, ils veulent partir. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Il dit, le mieux c'est que vous alliez les voir, ils sont simplement pas contents. Alors je dis, ok, et je vais les voir. Alors je leur dis, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez dit qu'il y a un hôpital, où est l'hôpital? Il n'y a pas d'hôpital ici. Je dis, en ce moment, il y a une 60aine de patients. Ils disent, où sont-ils? Leur idée d'un hôpital, c'est que il doit y avoir des lits, il faut bien traiter les malades, et tout le monde doit être... Si vous les traitez si bien, ils ne voudront pas recouvrer la santé. Où sont les patients? J'ai dit, ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. On leur donne les traitements et les thérapies et médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues, en contact avec la Terre. Simplement être en contact avec la planète, parce que vous êtes juste une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez « mon corps » n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas? Si vous perdez la connexion avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser? Il y a des méthodes scientifiques spécifiques de s'y prendre. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, au moins faites-les juste marcher dans une ferme, pieds nus, travailler, faire quelque chose, vous verrez. Au moins 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, juste comme ça, rien qu'en étant en contact avec ça. Ra